Merci à vous. Dear President Hans-Gert Pöttering, Cher président Hans-Gert Pöttering, cher ancien président du Parlement européen, j'espère qu'il est présent, Monsieur Gilles Robles, Monsieur Lamassoure, Monsieur Audy, chers membres de l'Association des anciens députés, cher professeur Jean Monnet, chers collègues et chers invités, bienvenue à notre troisième événement Libre Room pour une discussion unique et passionnante sur l'ouvrage Histoire secrète de la Convention européenne par Alain Lamassoure, membre de la Convention sur l'avenir de l'Europe, entre autres. La conférence sur l'avenir de l'Europe vient d'être lancée officiellement le jour de l'Europe, le 9 mai. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos orateurs, M. Alain Lamassoure, M. Jean-Pierre Audy et le président Hans-Gert Pöttering. Notre discussion du jour est très pertinente. Je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui se sont connectés via Facebook Live. L'interprétation simultanée est disponible en anglais et en français, uniquement sur Zoom. En particulier, je tiens aussi à remercier le Bureau du Parlement européen en France pour la co-organisation de l'événement. Je m'appelle Zofia Mazej-Kukovic, je viens de Slovénie, d'une jeune démocratie. Ces 2 dernières années, mon travail à la FMA s'est orienté sur la communication numérique. Avec le secrétariat, nous avons fait la différence. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous pouvons nous connecter, avoir des événements virtuels, malgré les restrictions liées à la COVID-19. J'ai l'honneur de présenter le président de notre association. Dr Hans-Gert Pöttering est un dirigeant politique allemand. C'était le seul membre député européen qui a travaillé pendant 35 ans de manière continue. Il était membre du Parti populaire européen. Il était président de ce Parti populaire et président du Parlement européen. En tant que président, il a lancé la Maison de l'Histoire européenne, qui a ouvert à Bruxelles en mai 2017. Il était président de l'association Konrad Adenauer. Aujourd'hui, il est responsable aux affaires européennes à l'association Konrad Adenauer. Il a été, comme je l'ai dit, président du Parlement européen. Il a publié de nombreux ouvrages sur différents enjeux européens. Son autobiographie, Wir sind ein Blickverein, qui a été traduit dans plusieurs langues. C'est un professeur Jean Monnet et un professeur émérite dans plusieurs universités du monde entier. Je vais passer au français parce que nous avons avec nous nos chers amis. C'est que je l'ai lu avec l'enthousiasme et le souvenir du plus grand élargissement de l'Union européenne, qui comprenait également ma patrie. J'ai rencontré M. Lamassoure et M. Audy au sein du groupe politique PPE pendant mon mandat. J'ai l'honneur de vous présenter M. Jean-Pierre Audy, qui va présider cette Libre Room, multidiplômé en économie, fiscalité, droit des affaires, certifié expert comptable. Monsieur Audy a rempli de nombreux mandats au niveau économique dans la politique locale et surtout dans la politique européenne. Ce dont il est plus fier, c'est d'avoir terminé son mandat de 9 années au Parlement européen, tout particulièrement celui de président de la délégation française au PPE pendant 4 ans. Selon Jean-Pierre, Alain et lui ont en commun un très brillant succès, c'est-à-dire avoir été élu chef de la délégation française au groupe PPE, qui avait à l'époque 30 députés
et d'avoir toujours eu le soutien d'Alain. Selon lui, sa plus grande défaite politique a été les élections municipales, car après que sa liste a gagné, il n'a pas été élu maire. Est-ce que sa carrière politique a affecté d'une manière ou d'une autre sa vie familière? Il pense que ses activités publiques, pas seulement politiques, ont contribué à son divorce en 2004. Et quel genre d'Union européenne imaginait-il dans le futur? Si l'Union ne disparaît pas dans 5 à 10 ans, il faut simplifier les compétences exclusives de l'Union. Selon lui, à l'exception pas assez les sujets européens par manque d'intérêt. Actuellement, il s'est créé une activité de consultant. Il travaille pour l'ensemble politique du PPE, son parti, le républicain, comme membre du conseil d'administration de l'AAD et pour sa famille, tout en préparant sa succession. Et M. Alain Lamassoure se définit surtout par ses déclarations qui ne lui ont pas manqué au cours de sa carrière politique. Savez-vous de quelques réalisations politiques personnelles il était le plus fier? Il a été maire et il a mis en œuvre localement un projet d'agglomération transfrontalière entre la France et l'Espagne. Comme ministre, il a été un des organisateurs de la conférence à Paris sur la coopération et la sécurité en Europe. Au cours de son long mandat comme député européen, il est fier d'avoir invité le programme LIFE. Il y a 2 ans, il déclarait « Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir joué un rôle clé pour créer le Fonds LIFE, qui 30 ans plus tard, finance toujours toutes les politiques environnementales de l'UE. À l'époque, les écologistes n'existaient pas. J'étais vert avant le vert. » Selon lui, la plus grande défaite politique personnelle était sur le plan national. Ça devait être défaite électorale ou législative. Les électeurs lui ont fait payer la politique budgétaire impopulaire qu'il conduisit pour qualifier la France pour la zone euro. Sur le plan européen, le référendum de 2005 qui a vu la France rejeter le projet de traité constitutionnel que la Convention avait élaboré. Il a souvent déclaré « Quand je jouais au rugby et que je perdais un match, si mon réflexe était de dire que c'était la faute d'un arbitre, j'étais sûr de perdre le match suivant. » Selon Alain, Jean-Pierre et lui ont en commun l'un des plus brillants succès politiques qui soit. L'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République sur un programme qui comportait un nouveau traité européen ambitieux. Si sa carrière politique a affecté sa vie familiale, Alain a reconnu que sa vie politique a brisé sa vie familiale, effectivement. Ma femme, qui était une amie d'enfance depuis mes 10 ans et avec qui nous avons eu 4 enfants, m'a quitté à cause de la politique. Et ça a été le drame de ma vie. De longues années plus tard, je rencontre ma seconde femme lors d'une manifestation pour l'Europe. Selon lui, le regard des institutions et médias françaises envers le député européen est méprisant. Les médias ne s'intéressent qu'à ceux qui sont actifs dans la politique nationale. Quel genre d'Union européenne imagine-t-il en 2050? La même qu'aujourd'hui, enrichie de ce qui lui manque, un chef et un budget. En pratique, un président de la Commission vraiment élu comme un premier ministre de régime parlementaire et un budget à la hauteur des responsabilités confiées à l'Union. Puis-je savoir à quoi Alain consacrait son temps et expérience actuellement?
à un sujet majeur pour l'avenir de l'Europe, l'enseignement de l'histoire à l'école. Il est le membre du Reflection Group of the Future of EU. Alain a obtenu la création d'un observatoire européen de l'enseignement de l'histoire auprès du Conseil de l'Europe et il en assure la présidence. Voici qu'il déclarait aux jeunes. On dit souvent, arrêtez de parler de la paix aux jeunes. Ça m'ennuie. Je suis désolée. Je vous parlerai de la paix parce que toutes les générations qui m'ont précédé ont fait l'affaire. Merci et laissez-moi maintenant passer la parole à M. Audy et à M. Lamassoure. Micro. Votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chère Sophia, pour cette introduction si précise et complète. C'est parfait. Merci, chère Sophia, pour tout ce que tu fais au sein de notre association des anciens députés européens avec beaucoup de dévouement, de passion et d'élégance. Cher Hans-Gert, notre président, ancien président du Parlement, toujours fidèle, qui fait un travail formidable, je voudrais que vous le sachiez, à la présidence de notre association. Je salue parmi les participants Lord Henry Plumb, ancien président du Parlement, et je salue également le président Gilles Robles, que je vois ici comme présent. Merci, Madame la directrice Isabelle Coustet, de l'attention que vous portez aux travaux des anciens députés. Les parlementaires européens apprécient les bureaux dans les États membres, car nous sommes chez nous. Je voudrais saluer tous les participants et les participantes et participants, et tout particulièrement Mikuláš Dzorinda, président du Centre d'études européennes Wilfried Martens, ancien président du gouvernement de la République slovaque, et Madame la directrice générale de Reimagine Europe, Erika Weidegren. En anglais. I welcome and like to greet the representatives Je tiens à souhaiter la bienvenue aux représentants des membres du Congrès des États-Unis d'Amérique. Who lives in the US, in Seattle, and I have a strong affection for the American people. I remember qui vit à when Seattle, I was a member of the European Parliament, une grande affection pour le peuple américain. Quand j'étais député européen, je me souviens du discours de Joe Biden en plénière en mai 2010, lorsqu'il était vice-président. Il nous a dit ceci. Le courage est ce qui est nécessaire pour se lever, pour s'exprimer. Et c'est aussi ce qui est nécessaire pour s'asseoir et pour écouter. Donc, merci de votre présence à notre réunion. En français. Merci à toutes et tous, particulièrement mes collègues du conseil d'administration, Monica, Yann Willem, Miguel Angel, les membres de notre association, je vois beaucoup d'amis. Cher Alain, vraiment merci. Nous allons commencer notre discussion. Pour moi, tu représentes la mémoire, l'expérience, la passion, la sincérité et la compétence. Avant de te poser certaines questions et que les participants posent des questions sur ton livre, je voudrais citer un extrait d'un texte remarquable que tu as récemment écrit au moment du départ du président Giscard d'Estaing. Tu écris « C'est à la présidence de la Convention pour l'avenir de l'Europe 2002-2003 qu'il a pu donner toute sa mesure de grand Européen. Il y trouva un rôle à la hauteur de son ambition pour l'Europe. Si son style irrita autant qu'il séduisit, son savoir-faire fut redoutablement efficace. » Et tu ajoutes « Les grands hommes ne meurent jamais ». Ma première question, Alain, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des grands Européens comme le président Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt? Question intéressante. Avant de répondre au cher Jean-Pierre, je voudrais remercier Elisabetta et le président Hans-Gert Pöttering de leur invitation. Je suis très ému, comme Jean-Pierre, et comme sans doute beaucoup d'entre vous, de cette occasion de nous revoir, très frustrés comme vous, du fait que nous sommes obligés d'échanger derrière des écrans depuis déjà des mois et j'attends avec impatience
le jour où nous pourrons nous revoir enfin à Bruxelles. I have just noted among participants. J'ai noté Want to start parmi les participants, et je tiens à commencer par cela, je tiens à leur souhaiter la bienvenue, exprimer toute ma gratitude pour leur présence et mon bonheur de les revoir. Joan Colom, Alois Peterle, Jan Mulder, Manuel Porto, Miguel Ángel Martinez, Françoise Grostet, Laurent Mikos, Mestin Alman et d'autres encore. Et dans une catégorie différente, José Luis Pacheco, qui était justement membre de l'association des anciens députés lui aussi. Ta question, Jean-Louis, y a-t-il de grands Européens? Oui, oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On a toujours tendance à idéaliser les personnages, les personnalités du passé, qui sont dans un livre d'histoire. Valéry Giscard d'Estaing n'appartient plus aux journalistes, n'appartient plus à l'actualité politique. Ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'il appartenait à l'histoire. Nous avons commémoré hier en France la 20e élection, la 20e année, pardon, la 40e année d'élection de son successeur à l'Élysée, à la présidence de la République, François Mitterrand. Il appartient à l'histoire et on réalise qu'il a été un grand Européen. Je suis persuadé que nous avons aujourd'hui à la tête de plusieurs pays européens, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, à la tête de la Commission européenne avec Mme von der Leyen, à la tête de la politique étrangère de l'Union avec l'excellent haut représentant, avec un certain nombre de très grands commissaires et ailleurs. J'ai cité les grands pays, mais dans des pays relativement moins importants, il y a des Européens. Et surtout, depuis hélas la crise, et avec la succession de crises que nous avons connues en Europe depuis une dizaine d'années, la crise financière Lehman Brothers, crise financière mondiale, la crise de l'euro, la crise de l'exode syrien de 2015 et de toutes les pressions migratoires que l'on a connues, le terrorisme islamiste qui a frappé des dizaines de villes politiques européennes et plus récemment, évidemment, la crise pandémique et la crise économique qui suit la crise pandémique, l'Europe, curieusement, bénéficie de ce que j'appellerais un effet zoom. Je m'explique. Grâce à la pandémie, il a fallu la pandémie, nous avons découvert qu'existait Zoom ou des plateformes comme celles que nous utilisons aujourd'hui qui permettent des contacts à distance, des conférences à distance et qui, du coup, nous donnent des possibilités de contact sans limite géographique et enrichissent incomparablement nos relations de toute nature, notamment nos relations professionnelles, nos relations politiques, nos échanges universitaires, académiques, comme nous le faisons aujourd'hui et comme nous ne pourrions pas le faire sans ce que j'appelle Zoom. Zoom existait depuis 20 ans, mais on ne l'utilisait presque pas. L'Union européenne existait, et notamment depuis le traité de Lisbonne, depuis 2009. Le traité de Lisbonne qui est le fruit de la Convention européenne, dont nous allons parler à propos du livre. L'Europe existait, elle a de formidables capacités, ces capacités étaient méconnues et sous-utilisées. Et à la faveur de la crise, malheureusement il faut toujours des crises, à la faveur de la crise, on découvre qu'elle existe, qu'elle a des capacités formidables, sous-utilisées, et qu'elle peut agir. Et en ce moment, ce qui se passe depuis un an est extraordinairement intéressant. Parce qu'au-delà des fortes personnalités qui peuvent faire avancer l'Europe, dans nos opinions publiques, le sentiment vis-à-vis de l'Europe est en train de changer. Jusque-là, l'Europe, on ne comprenait pas trop à quoi elle servait, on ne l'aimait pas beaucoup, elle n'était pas identifiée par des personnes, elle semblait hors de portée de l'avis des citoyens,
on lui faisait reproches contradictoires. Maintenant, les citoyens européens ont compris que chaque fois qu'il y a un problème majeur, que ce soit un risque, un danger, que ce soit une opportunité d'ampleur mondiale, si l'Europe n'est pas au premier rang, on est impuissant. Ça ne veut pas dire que c'est à l'Europe d'agir et d'agir seule sans tenir compte des États membres. C'est l'Europe, c'est une famille d'États que nous formons, que nous bâtissons, que nous améliorons sans cesse. Mais si, face à la pandémie, face à la crise économique, face à menaces d'hégémonie chinoise, face à des tentatives impérialistes russes, face au terrorisme islamiste, face aux pressions migratoires, s'il n'y a pas au premier plan l'Europe, tout ce que nous pouvons faire derrière au niveau national sera frappé d'impuissance. Et donc, c'est ce que j'appelle l'effet zoom. Et donc, je suis optimiste sur les conséquences qu'il faudra, que nous pourrons tirer, que ceux qui sont aux affaires, ce qui n'est plus mon cas, pourront tirer de ce qui se passe aujourd'hui. Merci Alain. Je profite de cette... je voudrais saluer Antonello Falomi qui nous a rejoint, qui préside l'association italienne des anciens députés et avec qui nous travaillons au sein de l'association des anciens membres des parlements des États du Conseil de l'Europe. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir rejoints. Dans ton livre, Alain, il y a beaucoup de passages passionnants sur les expériences dans le monde qui ont consisté à créer des fédérations, qu'il s'agisse de l'Allemagne, des États-Unis, et en faisant des comparaisons par rapport aux travaux de la Convention, où on a senti dans ces travaux que ça pouvait être une étape pour que l'Union devienne un jour une fédération. Et on a un peu le sentiment que l'échec avec les référendums et avec l'arrêt du processus, les peuples ont adressé un message un petit peu d'arrêt au processus fédératif. Alors, ma question, elle tourne au fond, pourquoi, selon toi, à la suite de tous les travaux que tu as parfaitement décrits, pourquoi le processus a échoué? Alors, il ne faut pas se tromper, c'est une très bonne question, il ne faut pas se tromper sur ce qui a échoué. Et j'ai écouté avec tristesse beaucoup de commentaires qui ont été faits ces derniers jours au moment du lancement de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Commentaires de certains commentateurs politiques, de journalistes, etc., disant cette fois-ci, on ne va pas recommencer l'erreur de la Convention pour l'avenir de l'Europe de 2003-2004, qui a été un échec, il faut s'y prendre autrement. Non. La Convention pour l'avenir de l'Europe a été une réussite historique. Ce qui n'a pas marché, ce n'est pas la Convention elle-même. On a un proverbe français qui dit « on juge un arbre à ses fruits ». Le fruit de la Convention, ça a été le projet de traité constitutionnel. Le produit est excellent. Ce qui a échoué, c'est la publicité, la campagne publicitaire pour vendre le produit. Et en particulier, le président de la République française de l'époque, c'est triste à dire, d'autant que Jean-Pierre était très proche de lui, et sur le plan, j'ai été son ministre, je ne suis pas suspect de lui être systématiquement hostile, a été un très très mauvais vendeur. Il a commis l'erreur de soumettre ce texte à référendum alors qu'il aurait pu le faire adopter très facilement par une majorité à l'Assemblée nationale. Et en France, il se trouve que, par une tradition instaurée par le général de Gaulle lui-même, qui est l'auteur de la Constitution française actuelle, la Ve République, qui a introduit la procédure du référendum dans la Constitution. La Constitution est considérée et a été pratiquée par le général de Gaulle lui-même comme un moyen pour le président de la République de demander l'avis des citoyens en passant par-dessus la tête du Parlement national et même parfois pour prendre des décisions contre le Parlement national. Il en a eu besoin pour une décision extrêmement difficile, qu'il était le seul homme d'État français à pouvoir faire admettre à la France, c'est l'indépendance de l'Algérie. Son Parlement n'était pas favorable,
le peuple français était massivement favorable, le général de Gaulle a provoqué le référendum. Et il a utilisé le référendum pour vérifier périodiquement qu'il avait le soutien du peuple français. Et le jour où il a perdu un référendum, qui était sur un sujet important, la décentralisation, 5 minutes après le résultat, il a démissionné. Malheureusement, le président Chirac a soumis le texte à référendum à un moment où il était plutôt vers la fin de son mandat, il était impopulaire, la situation économique de la France n'était pas très bonne, et donc il y a une majorité de Français qui voulaient plutôt exprimer leur défiance envers le président Chirac, qui ont voté contre le référendum. Si Jacques Chirac avait fait comme le général de Gaulle, il avait démissionné 5 minutes après, personne n'aurait dit c'est un échec de l'Europe. On aurait dit c'est un échec du président Chirac. Quand le général de Gaulle a démissionné, personne n'a dit c'est un échec de la décentralisation. Tout le monde a oublié le sujet du référendum. C'était un échec personnel du président général de Gaulle et ensuite du président Chirac. Mais ce qui est vrai, ce qui est incontestable, c'est que ça n'est pas l'interprétation qui en a été donnée sur le moment par les commentateurs. Et surtout pas par le président Chirac lui-même, qui n'a pas démissionné du tout, qui est resté au pouvoir. Et donc, tout le monde s'est entendu pour considérer que, ben non, décidément, l'Europe, les Français n'en voulaient pas. Et ce référendum, qui a été, hélas, confirmé 2 jours après par un référendum d'une signification politique peut-être différente, qui aurait lieu aux Pays-Bas, a ouvert une période d'euroscepticisme dominant, de fond de l'air, je dirais, de background eurosceptique dans toute l'Europe, une période qui, en France, ne s'est arrêtée qu'avec l'élection du président Macron, il y a 4 ans. Parce que là, pour la première fois dans l'histoire politique française, et il a été le seul à le faire dans la campagne électorale de 2017, il y a 4 ans, un candidat a fait campagne avec le drapeau européen, a salué sa victoire avec l'hymne européen et a été élu sur un programme européen ambitieux malgré renversant cette tendance eurosceptique. Alors, Sophia, que je remercie de sa présentation, a évoqué aussi avant cela l'élection dont nous nous étions réjouis, dont on participait à sa campagne, du président Sarkozy en 2007, et ce qui montre bien que le produit sorti de la Convention européenne était très bon, c'est que l'analyse de Nicolas Sarkozy, qui était juste, était que, il faisait un peu la même analyse que celle que je viens de faire, que ça n'était pas l'Europe qui était en cause, ça n'était pas le contenu du projet de traité qui était en cause, et que donc, mais que l'Europe avait absolument besoin des nouvelles dispositions introduites par le traité, de nouvelles compétences, la nouvelle procédure de décision avec le rôle du Parlement européen en législation pour élire le président de la Commission européenne, avec une véritable politique étrangère et de sécurité commune, etc. Et que donc, pour fonctionner à 21 de ce qui était prévu dans le traité constitutionnel, mais qu'il fallait s'y prendre différemment. Et donc, au prix d'un changement dans l'ambition du vocabulaire, on ne parle plus de traité constitutionnel, au prix d'un changement de présentation qui rend d'ailleurs les traités européens beaucoup moins facilement lisibles que le texte qu'avait produit la Convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing. Le traité, qui est devenu le traité de Lisbonne, a été adopté par une large majorité par le Parlement français, y compris par ceux qui avaient fait campagne pour le non au traité constitutionnel. Et donc, il ne faut pas se méprendre. Ce qui a échoué avec le mécanisme lancé dans la Constitution, ce n'est pas la formule de la Constitution elle-même. Le produit fini était très bon, puisque c'est le traité de Lisbonne qui, depuis 2009, bien qu'étant sous-utilisé, mais bénéficiant maintenant de l'effet zoom, a permis à l'Union européenne de faire face à cette succession sans précédent de crises. Ce qui a été raté, c'est effectivement le service après-vente, si je puis dire, ou la vente du produit. Merci beaucoup Alain. Je vais poser une dernière question en proposant aux participants de préparer
leurs questions. Vous pouvez lever la main pour poser une question à Alain. Et je vais donner également la parole, s'il veut bien, au président Pöttering ensuite, parce que, et ce sera ma dernière question, Alain, pour faire le lien entre donc la Convention sur l'avenir de l'Europe et la démarche qui est actuellement engagée par les institutions européennes à l'initiative du Conseil européen et sur une idée du président français sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Et notre association, président Pöttering, a créé, vous allez nous en parler, un groupe à haut niveau qui va construire avec un soutien académique très important la position des anciens parlementaires pour que l'expérience puisse éclairer l'avenir. Et donc, Alain, tu as accepté de faire partie de ce groupe à haut niveau avec un ensemble de hautes personnalités. Comment vois-tu cet avenir de l'Union européenne au regard de la riche expérience qui est la tienne, notamment avec cette participation à la Convention, tout ce que tu écris dans ton livre, tout ce qui s'est passé ensuite, que tu as vécu, puisque tu étais parlementaire européen pendant de nombreuses années après la Convention. Et je proposerai qu'à la suite de cette réponse, le président Pöttering dise un mot sur cette démarche et que nous passions aux questions des participants, parce que le temps tourne et je crois qu'il y a des personnes qui sont impatientes de poser des questions. Donc, bref, Alain, comment tu vois le lien entre le passé et l'avenir? Alors, premièrement, pour redire quand même un mot de la Convention, qui est le sujet du livre, qui est le point de départ de notre échange, je viens de faire son éloge de la Convention. Son résultat est historique, mais on ne pourrait pas la refaire aujourd'hui. Non pas que la méthode soit mauvaise, c'est la seule méthode possible pour avancer vraiment. Et d'ailleurs, dans le traité de Lisbonne, il est écrit que si l'on veut réformer en profondeur, évidemment en profondeur, un traité de Lisbonne, pas une réforme superficielle ou limitée à un ou deux articles, comme cela s'est déjà produit. Mais si on veut vraiment réformer en profondeur, changer la liste des compétences, le processus de décision, les institutions, les relations de décision, etc., on a l'obligation juridique de réunir une nouvelle convention. Je supplie de ne pas le faire. D'ailleurs, personne n'est tenté de le faire, sauf de temps en temps les plus fédéralistes au sein même de la Commission, le Parlement, je veux dire, européen et de notre chère Commission des affaires constitutionnelles. Non, pourquoi? Parce que l'une des raisons majeures pour lesquelles la Convention a réussi, outre qu'elle était magnifiquement présidée par le président Giscard d'Estaing, c'était une tâche impossible. J'observe d'ailleurs que le simple fait d'avoir voulu réunir la conférence sur l'avenir de l'Europe a fait qu'on a mis un an pour ne pas trouver la manière de la présider. Pour un président, il faut aussi qu'il y ait une claire attente des pays concernés et de l'opinion publique. Et en 2002-2003, nous étions dans une période où l'Europe était pleine d'optimisme. Elle venait de réussir quelques mois avant le passage à l'euro. Jean-Pierre, tu as salué la présence de quelques amis américains, je m'en réjouis. En 1998, j'avais été invité à faire une tournée de conférences dans les universités américaines pour expliquer le projet de l'euro. J'avais été accueilli par des ricanements. Le prix Nobel d'économie venait d'être donné à un économiste éminent canadien d'ailleurs, Mundell, pour une thèse brillante dans laquelle il démontrait les raisons pour lesquelles des pays différents ne pouvaient pas avoir la même monnaie. En 2002, c'était fait. C'était réussi, l'économie tournait bien, et donc il y avait un euro-optimisme assez généralisé. Nous sommes maintenant dans une période
qui est plutôt dominé par l'euroscepticisme. Et cet effet zoom, que j'espère très positif, qui commence à se manifester, n'a pas créé tous ces bienfaits. L'europtimisme était tellement généralisé que parmi les 200 membres de la Convention pour l'avenir de l'Europe, il n'y avait que moins de 10 eurosceptiques qui se sentaient tellement penauds, tellement isolés dans cette grande assemblée d'esprits très européens qu'ils n'ont pas osé s'opposer au consensus final et ils ont simplement publié un communiqué de presse pour dire nous ne participons pas au consensus. Ils auraient très bien pu sortir de la salle en claquant la porte et en disant il n'y a pas de consensus, nous on est contre. Et les partis que nous représentons sont contre. Si aujourd'hui on réunit une convention, les parlements nationaux et même le Parlement européen nous enverront une proportion non négligeable de partis xénophobes, nationalistes, anti-européens, même si on voit que ces partis ont tendance à être un peu moins anti-européens grâce à ce que j'appelle l'effet zoom. Et donc, évidemment, ça serait très difficile de faire fonctionner une convention pour l'avenir de l'Europe. Comment je vois l'avenir et qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Europe? Sophia l'évoquait tout à l'heure. À mon avis, alors je vais enrichir par rapport à ce qu'a dit Sophia, il manque 3 choses. D'abord, il faut un chef. Il faut une Madame Europe ou un Monsieur Europe. Et j'ai fait l'éloge tout à l'heure du président Macron. Je suis très critique de la position qu'il a prise en 2017, lorsqu'il a convaincu le Conseil européen de ne tenir aucun compte du résultat de l'élection européenne pour la désignation de la présidence de la Commission européenne. J'ai beaucoup d'admiration pour Ursula von der Leyen. Je soutiendrai son action par toutes les manières dont je peux le faire, étant maintenant à la retraite on the sidelines, mais elle n'a pas de légitimité démocratique. Et lorsqu'elle est en difficulté, ce qui arrive évidemment fatalement, spontanément, les citoyens européens ne se sentent pas concernés par ces difficultés. Ils disent, tiens, c'est triste pour elle. Alors que quand c'est notre chef de gouvernement, notre chef d'État qui est en difficulté, ce n'est pas triste pour lui ou pour elle, c'est triste pour nous tous. Et même si on n'a pas voté pour lui ou pour elle, on se sent un peu humilié, sur la défensive, etc. Donc, il est impératif, et c'est un des objectifs, je crois, que s'assigne le groupe que constitue Hans-Gert, que au moins sorte de cette conférence sur l'avenir de l'Europe un accord pour considérer que la prochaine fois, en 2024, l'Europe bénéficiera de l'équivalent d'un Premier ministre dans un régime parlementaire. C'est-à-dire, il sera ou elle sera choisie comme la personnalité au sein du nouveau Parlement européen capable de rassembler derrière elle une coalition. Et donc, les partis politiques européens feront campagne pour désigner à l'avance leurs candidats, leurs candidates, comme on le fait dans la politique nationale. Donc, la campagne électorale sera beaucoup plus intéressante à suivre pour les électeurs, la participation électorale sera plus forte, elle a déjà été relativement forte la dernière fois, et la personne qui sera élue non pas par un accord behind closed doors par des gouvernements, en contrepartie du fait qu'à l'Organisation mondiale de ceci ou cela, on élit monsieur ou madame un tel. Non, 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 sera élu par les citoyens. Et donc, nos grandes chaînes de télévision, le soir, aux grands journaux d'information, les inviteront et les réseaux sociaux, etc., rendront compte de ce qu'ils font. Il faut un chef, il faut une tête, il faut une incarnation. Deuxièmement, il faut un budget, et là, immense bonne nouvelle, tous les efforts qu'un certain nombre d'entre nous, je salue Joan Colom notamment, et José Luis Pacheco, avons pendant des années entrepris pour améliorer le budget européen, trouver de nouvelles ressources propres, permettre au budget européen d'emprunter. Ces efforts ont fait avancer le dossier de quelques centimètres, et puis tout d'un coup, sous les conditions de température et de pression, nous sommes en physique thermonucléaire,
tous les verrous qui bloquaient complètement le budget européen ont sauté d'un seul coup. 750 milliards, le budget est multiplié par 5. Ces 750 milliards, ce sont des Eurobonds sans le nom. Et pour que ces Eurobonds soient remboursés pour assurer les marchés financiers, on donne à l'Europe, on envisage à l'Europe, on a un calendrier, le Parlement européen, je salue l'effort du Parlement européen, a obtenu un calendrier pour mise en place de nouvelles ressources propres. Donc ça, c'est en bonne voie, et là aussi, il faudra que nous en parlions avec le groupe au niveau de Hans-Gert Pöttering pour faire en sorte que cette révolution financière tranquille, qui au départ est liée uniquement à la crise, et certains États ont donné leur accord à condition que ça soit un one-shot, pour faire en sorte que ça ne soit pas un one-shot et que les mêmes niveaux du budget puissent financer, après avoir financé les budgets nationaux, car cette somme sert aujourd'hui à aider les budgets nationaux, sert à financer le budget européen, les politiques européennes communes dont nous avons besoin, que le Conseil européen décide avec les ministres et le Parlement européen, sans que jamais jusqu'à présent le Conseil européen n'ait accepté de mettre en face les ressources nécessaires. Et puis, il manque le grand projet de l'Europe du XXIe siècle, celui que je recommande dans toutes les interventions que je peux faire dans les universités ou les écoles, c'est mettre en place un grand partenariat Europe-Afrique. Le XXIe siècle européen se jouera dans notre capacité à ouvrir nos bras à l'Afrique et faire preuve d'autant de créativité, d'imagination, de vision, d'audace politique que les pères fondateurs ont fait preuve en inventant la démarche de construction politique de l'Europe pour mettre en place un partenariat inventé, où tout est inventé, entre l'Europe et l'Afrique. Union européenne, Union africaine, les sous-composants de l'Union. Bon, je ne sais pas encore comment s'y prendre, mais il est clair que l'Afrique, c'est l'avenir du monde, c'est la jeunesse du monde. C'est là où il y a le potentiel le plus fantastique, humain, et en même temps, c'est un continent qui est fait d'États faillis. C'est là où il y a le plus de risques, le plus de dangers, d'abord pour les Africains eux-mêmes et pour nous qui sommes les voisins, plus tous les mauvais souvenirs historiques que nous pouvons avoir entre les deux côtés de la Méditerranée. L'avenir de l'Europe, il se joue là d'abord. Bien sûr aussi dans les relations avec la Russie, avec les superpuissances américaines et chinoises, avec ce qui se passe en Inde, mais c'est d'abord là. Et là, il faut mettre à profit tout le savoir-faire que nous avons acquis dans la réconciliation entre les peuples européens pour inventer un partenariat respectueux du partenaire africain, ayant abandonné toute forme de néocolonialisme, et Dieu sait qu'il y en a de nombreuses formes, y compris un néocolonialisme humanitaire ou un néocolonialisme vert, un partenariat entre égaux qui est inventé. Et ça, c'est un projet fantastique. Et je pense qu'avec un chef, qui peut être évidemment une femme, mais démocratiquement élu, représentant l'Europe, un budget et un très grand projet, il y a un bel avenir pour l'Europe. Merci Alain. Président Pöttering, est-ce que tu accepterais de dire un mot à la suite des déclarations de Alain voilà, sur le groupe à haut niveau, s'il te plaît? Voilà, premièrement, je voudrais féliciter Alain Lamassoure pour son livre, c'est vraiment très remarquable. Et deuxièmement, je voudrais remercier Alain pour la bonne coopération que nous avons eue au Parlement européen et maintenant dans notre groupe de réflexion. And I will now continue in English. Je vais poursuivre en anglais. Jusqu'à maintenant, nous avons eu un petit problème technique. Cher Jean-Pierre,
We had a technical problem. We could not understand, but it has changed now since. Nous avons eu un problème technique. Ça vient de changer il y a 30 secondes. Nous entendons maintenant l'interprète. Là, auparavant, nous ne l'entendions pas. Donc, j'ai entendu le français, l'original en français, mais mon français n'est pas parfait. Donc, je n'ai pas tout compris. Personne n'est parfait, n'est-ce pas? Je sais que je ne suis pas parfait, en tout cas. Mais je tiens à mentionner ce qu'a dit Alain à propos du référendum. Il a mentionné Jacques Chirac et Charles de Gaulle. Et si je me souviens correctement, Charles de Gaulle a dit, si vous tenez un référendum, la population répond aux questions que vous n'avez pas posées. Même si je préfère Robert Schuman, Charles de Gaulle était un grand politicien, un grand homme d'État, et il avait raison. Les contributions de Nicolas Sarkozy, la bonne contribution de Nicolas Sarkozy, était pendant cette campagne électorale, et nos amis français s'en souviennent bien, Alain, Jean-Pierre s'en souviennent bien, Nicolas Sarkozy a dit, dans sa campagne électorale, nous voulons un nouveau traité, plus court. Je dis, ça n'arrivera pas. Vous n'aurez pas de traité plus court. Mais je vais donner ce traité au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je pense que c'était une excellente décision. Pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, il a finalement réussi à obtenir l'approbation des deux parlements, les deux chambres du Parlement. En tant qu'ancien député, ici, en tant que député européen, il est important d'écouter la population, bien entendu, mais en fin de compte, en tout cas c'est ce que je pense, je crois en la représentativité. Ça signifie que la population élit ses représentants, des hommes, des femmes, et ces représentants doivent ensuite décider. C'est ça, le système représentatif. C'est ce en quoi je crois. Je n'ai pas tout à fait compris ce que je devrais dire maintenant, Jean-Pierre, mais j'aimerais simplement une petite remarque sur notre groupe de réflexion. Je suis ravie qu'Alain Lamassoure en fasse partie. Il est composé de 9 membres de tous les partis. Je ne sais pas si nous avons un représentant italien maintenant. Nous avons en tout cas une personne italienne qui a 3 légitimités. Monica Frassoni, elle est italienne, c'est une femme. Elle est membre du Parti vert. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite, mais presque. Nous avons d'autres dames également, membres de ce groupe. Une dame hongroise, notre collègue Zita Gomain, et une dame polonaise, Józefa Gałowska. Nous avons même une première ministre qui fait partie de ce groupe de réflexion, Kalia Kallas, d'Estonie, qui nous a rejoints lorsque nous avons fondé ce groupe de réflexion. Il a accepté de rester par la suite. Nous avons aussi 2 anciens présidents du Parlement, Pat Cox et Enrique Barón Crespo. J'espère avoir mentionné tous les membres. Nous avons tenu notre première réunion et nous aurons la prochaine très bientôt. Nous discuterons de ce que nous voudrions atteindre avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Ma dernière remarque dans ce contexte est la suivante. Nous n'exclurons pas les changements au traité. Peut-être que la pandémie de coronavirus crée un besoin de nouvelles compétences pour l'Union européenne. Je ne sais pas encore quelle est la réponse, mais nous devons y réfléchir en tout cas. Nous n'exclurons pas les changements au traité. Merci, Président. Une question de Bruno Boissière, ancien député européen et directeur du Centre international de formation européenne. Bruno.
Merci Jean-Pierre Audy, lieber Hans-Gert. Je suis très heureux de retrouver Alain Lamassoure, avec qui j'ai collaboré en parallèle à la Convention européenne avec un intergroupe fédéraliste pour la Constitution européenne qui l'a présidé. Je voudrais me permettre de laisser tomber une question que j'avais posée par écrit au moment de mon inscription, pour réagir plutôt à ce que je viens d'entendre de la bouche d'Alain. Une question sur, disons, la méthode de la Convention et surtout la finalisation du processus. Tout le monde est conscient, je pense, que les référendums nationaux, qui sont constitutionnels et obligatoires dans certains pays, sont une épée de Damoclès sur tout résultat de consultation populaire sur un texte, aussi bon soit-il. Et donc, je pense qu'il ne faut pas attendre pour mener le combat. On l'avait fait pour une constitution européenne. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là, mais sur le référendum qui devrait être un référendum européen et pas une addition de référendums nationaux ou une combinaison de référendums nationaux et de ratification par les parlements. Donc, je pense qu'il ne faut pas reléguer ça au calendrier grec. Il faut s'en occuper maintenant, bien sûr, avec une double majorité qu'il faudrait proposer pour éviter des vétos de certains pays. Mais c'est ambitieux, mais je pense qu'il faut déjà commencer à travailler là-dessus. Deuxième point, je termine là-dessus, sur la vision future qu'a proposé Alain, une chef, bien évidemment. Les gros pas qui ont été faits pour les ressources propres grâce à la crise Covid, bien évidemment, c'est essentiel. Je crois que Pierre Laroutourou, dans ce Parlement européen, a beaucoup contribué aussi à tirer cette question vers le haut et avec beaucoup d'ambition. Le projet, je suis un peu surpris d'entendre Alain poser, disons, un axe géopolitique, certes très important, mais qui, j'aimerais savoir comment il voit, paraissait être la priorité de Mme von der Leyen, qui est arrivée, ce n'était pas la meilleure façon d'arriver là où elle est aujourd'hui, mais qui a proposé quelque chose de très ambitieux, de très courageux, à savoir de faire une priorité sur le Green Deal. Ça me paraît suffisamment important pour balancer cette proposition géopolitique Europe-Afrique. Je voudrais que tu, Alain, s'il te plaît, évalues l'un par rapport à l'autre. Voilà. Merci. Alain? Micro. Saluer d'autres amis qui sont arrivés maintenant et notamment dont je n'avais pas vu la présence, l'excellent président José María Gil Robles. Et je salue aussi Lord Plum, dont on m'a dit qu'il pourrait peut-être être présent. Alors Bruno, d'abord un commentaire sur le projet de référendum européen. Il se souvient sans doute que nous l'avions proposé à la Convention européenne, c'est-à-dire prévoir dans le traité qu'un certain nombre de décisions, et notamment la ratification des traités eux-mêmes, pourraient se faire par référendum, mais référendum ayant lieu le même jour dans tous les pays. Et déjà, il est clair que s'il y avait eu pour ratifier le traité constitutionnel un référendum le même jour dans tous les pays, il n'y aurait pas eu de non, parce qu'il aurait été clair pour tout le monde que ce n'était pas un référendum proposé par le président de la République française ou par le Premier ministre néerlandais, mais que c'était un référendum qui engageait toute l'Europe et personne ne voulait être en dehors. Voilà.
Donc ça, c'est… Alors, malheureusement, il se souvient que ça n'avait pas été accepté. Là où c'est très compliqué, c'est que dans beaucoup de pays, ça serait sûrement le cas en France, pour parvenir à ça, il faudrait non seulement ratification unanime, mais aussi modifier les constitutions nationales. Donc c'est compliqué. Et la relation Europe-Afrique. D'abord, la relation Europe-Afrique, ça ne va pas se faire en 5 ans. C'est un processus qui sera aussi long, enfin j'espère un peu moins long quand même que la construction politique de l'Europe, qui n'est toujours pas achevée 70 ans après. Mais ça me paraît vraiment un grand projet différent du Green Deal, qui n'est pas du tout contradictoire. Et je dirais, je ne suis pas personnellement, mais ce n'est pas le sujet ce soir, mais je ne suis pas personnellement très à l'aise avec le Green Deal. Parce que ça n'est pas vrai que le problème numéro 1 pour l'Union européenne aujourd'hui est la lutte contre le changement climatique. Que l'on en fasse un sujet majeur, oui, grâce à… Et sans l'Europe, ça ne se serait pas produit. Et le Green Deal a joué un rôle important. Le reste du monde a pris le sujet au sérieux. Les Américains l'ont pris au sérieux du temps d'Obama, sont partis quelque temps du temps de Trump, ils reviennent à bord, hurrah. Les Chinois ne peuvent pas rester en dehors. Et tant que c'est grâce à l'Europe si on a pu accrocher ce sujet. Mais ça n'est pas le seul du tout. Il y a même des menaces plus graves encore que le réchauffement climatique, plus urgentes, qui pèsent sur nous, y compris sur l'Europe, à commencer par la prolifération nucléaire militaire, sujet majeur, sur lequel, là aussi, un progrès important avait pu être fait, qu'il faut préserver, grâce à l'Europe, discrètement, mais l'Europe a joué un rôle clé pour arrêter le programme iranien. Et nous nous réjouissons, là aussi, que les Européens reviennent. Et surtout, que les Américains reviennent. Et surtout, ce que je regrette, c'est que tant qu'on n'osera pas aborder, personne n'ose vraiment l'aborder nulle part. Le problème, qui a des solutions, du prix des énergies fossiles. Il faut rendre le prix du carburant dissuasif si on veut que les gens achètent moins de voitures. On a connu l'expérience dans les années 70 grâce aux 2 chocs pétroliers. À 2 reprises, du jour au lendemain, le prix du pétrole a été multiplié par 4. C'est comme si aujourd'hui le prix du pétrole était à 200 ou 250 euros le baril. Eh bien, je peux vous assurer, Bruno n'était pas né, moi j'ai subi ça comme fonctionnaire au ministère des Finances, où il faisait l'hiver 10 degrés dans les bureaux et on travaillait tous en manteau. Un jour à l'Assemblée nationale, on a arrêté le travail parce qu'il ne faisait que 7 degrés dans l'hémicycle, parce qu'on était obligé de faire des économies. Mais c'est un sujet qui évidemment n'est pas du tout populaire et que aucun gouvernement, aucune institution n'a osé aborder de front. Et je considère, pour ma part, que tant qu'on n'osera pas aborder ce problème de fond, qui est la manière la plus efficace de le régler, on peint en vert des politiques, on prend de grands engagements, X% seront consacrés à, on déclare qu'il faudra que la finance soit verte, moyennant quoi il est assez facile au nom de taxonomie de qualifier tel ou tel placement financier de vert. Et donc, voilà. Donc, oui, je suis pour le Green Deal. Ça n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'envisage pour les relations entre l'Europe et l'Afrique. Je regrette simplement qu'on en parle beaucoup, qu'on en parle peut-être trop par rapport à d'autres politiques ou d'autres dangers aussi graves. Tout d'un coup, on est désarmé devant la pandémie parce que la pandémie était prévisible, mais on avait la tête ailleurs, pour le coup. Et d'autre part, je crois qu'il faudrait maintenant envisager le Green Deal sérieusement. Je reviens à la relation avec l'Afrique. Le terrorisme, c'est l'Afrique. La pression migratoire africaine, les États sont faillis. Ce sont des pays dont la population va tripler en 20 ans. C'est comme si la population française allait passer à 200 millions d'habitants dans les 20 ans qui viennent. Donc, il va se passer énormément de drames dans ces pays. Nous sommes tout près
Et donc, évidemment, il va y avoir des conséquences de toute nature chez nous. Prévoyons-le à l'avance, organisons-nous à l'avance pour faire de cette relation un formidable atout de réconciliation, de développement partagé, etc., de diffusion de la démocratie, des bonnes pratiques, etc., plutôt que de subir et d'attendre que de nouveaux événements imprévus frappent à notre porte. Voilà. Mais ça, je dirais, c'est à une vision plutôt de 20 ou 30 ans. Le réchauffement climatique, finalement, c'est un certain court terme, si je puis dire. En tout cas, si on n'agit pas tout de suite, on sera impuissant. Merci Alain. Monica Baldi et après Monsieur Benutzer. Merci Jean-Pierre, merci Sophia et à le président Hans-Gert Pöttering, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer Antonello Falomi en premier, gendre de notre collègue Maria-Lisa Cinciari Rodano, qui a eu 100 ans, auquel nous adressons nos vœux les plus chaleureuses. Monsieur Lamassoure, je suis vraiment d'accord avec toutes les choses que vous avez dites, mais en tout cas, agir de l'Europe, famille d'État. Premier plan, l'Europe. Bon, je suis un peu inquiète des problèmes comme l'année dernière, l'année passée en Italie, pour le Covid, sans solidarité, quand l'infection a commencé. Et aussi, maintenant, on avait un grand problème migratoire, d'immigration, etc. Alors, je suis d'accord avec un fort Premier ministre légitimé en 2024, etc. Mais maintenant, alors, comme l'Europe doit-elle agir? Merci. Je suis désolé, Monica, je n'ai plus entendu. Votre son a été coupé pendant quelques minutes. Ah oui, oui, Alain. Alors, comme l'Europe doit-elle agir, ça veut dire aussi avec la solidarité, la migration. L'Italie, ça a été seule la dernière année et on a eu beaucoup de problèmes, comme vous savez, tout le monde, etc. C'est clair? Oui. Alors, Monica a raison, et c'est sans doute un sujet d'ailleurs sur lequel on pourrait travailler dans notre groupe au niveau d'Hans-Gert Pöttering. C'est la solidarité européenne qui reste à inventer. La solidarité entre Européens, entre pays européens, entre citoyens européens. La solidarité, ça n'est pas simplement un concept théorique, abstrait, philosophique. Ça se mesure. Ça se mesure normalement à un budget. Quelle est la part de la richesse nationale qui est consacrée à redistribuer des riches vers les pauvres, des bien portants vers les malades, des jeunes actifs vers les seniors. Cette solidarité mesurable, dans le système européen tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui, elle s'exerce au niveau national. Le budget européen, si on mesure la solidarité entre Européens au niveau du budget, il est dérisoire. En France, les impôts et les prélèvements obligatoires représentent 46% de la richesse nationale, du GNI, du produit intérieur brut. En moyenne des pays européens, c'est autour de 40. Les États-Unis sont un peu en dessous. Donc, quand un Français gagne 100 €, il paye 46 € d'impôts, 45 sont redistribués pour la solidarité française et seulement 1 € sert à la solidarité européenne. Donc, si on en reste là, c'est une solidarité faible. Si on peut durablement augmenter le budget européen, cette solidarité va augmenter. Mais Monica a tout à fait raison de dire que la solidarité que l'on attend entre Européens, elle prend d'autres formes que des formes financières. Et en particulier, chaque fois qu'un de nos pays se trouve, vous voyez à l'écran la queue de mon chat, et vous savez que le chat est le seul animal qu'on ne peut pas dompter, donc pardon de ces perturbations. Ce dont les Européens ont besoin en matière de solidarité de la part de leurs partenaires ou de la part de l'Union, faute d'argent, c'est effectivement prendre en compte les préoccupations, les difficultés, les crises
qui peuvent arriver d'origines variées à d'autres. Il est clair que les pays d'Europe du Nord, à commencer par la France, ont manqué scandaleusement de solidarité depuis le début des pressions migratoires vis-à-vis des pays qui sont les premiers concernés parce que la géographie les met en première ligne. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, c'est très souvent l'Italie, c'est très souvent la Grèce, c'est très souvent Malte, c'est de temps en temps l'Espagne, soit Gibraltar, soit aux îles Canaries, mais ça peut être à un autre moment. On a vu à un certain moment, avec la complicité de l'administration russe, des milliers d'Afghans arriver à la frontière entre la Finlande et la Russie, etc. Et donc, nous, qui sommes des pays qui ne sont pas de première ligne, nous avons évidemment le devoir d'aider les pays de première ligne, d'autant que la plus grande partie de ces migrants rêvent de s'installer plutôt en Europe du Nord. Et donc, évidemment, une politique migratoire commune doit être une des priorités de l'Union européenne. Et on parlait tout à l'heure du Green Deal. Moi, je suis très pour le Green Deal, mais il ne faut pas oublier qu'en face de ça, une politique humaine, une politique du potentiel humain, en quelque sorte, la maîtrise des flux migratoires et l'organisation d'une politique migratoire régulière de personnes qui pourraient s'installer librement dans l'Union devrait être aussi une de nos priorités. Mais il y a d'autres domaines, par exemple, en politique étrangère. Je n'arrive pas à comprendre, et les citoyens européens raisonnent comme je vais le faire maintenant, que nous, en Europe de l'Ouest ou peut-être parfois en Europe du Sud, nous ne comprenions pas que pour les Polonais ou les Lituaniens ou à Riga ou en Estonie, la menace russe existe. C'est une menace politique, c'est une menace militaire, c'est une menace présente aux frontières. On a vu d'ailleurs, il y a quelques jours encore, les exercices militaires sans précédent de l'armée russe aux frontières de l'Ukraine. Bon. Et en même temps, de leur côté, ces pays d'Europe baltique et d'Europe du Nord doivent comprendre que pour nous, qui sommes en première ligne dans les relations difficiles avec le monde islamiste sous la pression des extrémistes islamistes, nous avons besoin de la solidarité de tous nos partenaires pour faire face à nos défis de politique étrangère et de sécurité plus proches de nous. Le jour où l'on comprend que cette solidarité est évidente, ce qui est beaucoup plus facile à comprendre par le citoyen de la rue que par un diplomate au ministère des Affaires étrangères. À ce moment-là, une politique étrangère européenne verra beaucoup plus facilement le jour. Donc oui, Monica, il faut que nous donnions un contenu à ce que peut être une solidarité européenne. Bâtir l'Europe sur les principes de subsidiarité, c'est bien, mais ça a ses limites. Et aujourd'hui, le mot solidarité devrait être au sommet de nos priorités européennes. Merci Alain. Donc j'ai maintenant quatre demandes de 4 questions. Je vous propose, sauf si dans les quelques secondes j'ai une autre demande, de clore les questions, sachant que Alain m'a demandé de vous transmettre la proposition de déposer des questions écrites et il se propose, si vous le souhaitez, de vous répondre par écrit dans les jours qui viendront et je l'en remercie infiniment. Avant de donner la parole pour sa question à notre ancien collègue Benutzer, je voudrais saluer l'arrivée d'Enrique Baron Crespo, qui a été le président de notre association avant Hans-Gert et qui a présidé le Parlement européen. Merci beaucoup Enrique de ta présence. Je me souviens, lorsque j'étais parlementaire, j'aimais beaucoup travailler avec toi et je suis très heureux de te voir participer à nos travaux. Monsieur Benutzer. Monsieur Benutzer, vous voulez poser une question? Monsieur Edi, en fait, Benutzer,
I think it's a participant from Germany. Je crois qu'en fait, c'est un participant d'Allemagne qui ne s'est pas identifié sous un nom. J'ai essayé de lui demander de s'identifier. Je ne sais pas s'il est maintenant connecté. Thomas Mann. Thomas Mann. Ja, wir können nicht Ihren Namen lesen. Oui, Das ist c'est klar. seulement noté Zoom utilisateur, malheureusement. Cher Alain, Très bien. j'ai eu le plaisir de toi voir en tant que président souverain de la commission taxe, également au sein de la commission des affaires économiques et monétaires. Et j'ai pu apprécier votre français vraiment brillant, sans doute. Les fédéralistes de l'Allemagne de Europa Union, dont je suis le vice-président, nous participons à la future conférence de l'Union européenne. Nous sommes déjà activement impliqués dans la plateforme en ligne multilingue et interactive. J'ai deux questions. Pourquoi la conférence n'est-elle prévue pour 1 an au lieu de 2? Nous avons besoin pour les débats intensifs. Et la deuxième question, vois-tu une chance d'avoir une nouvelle convention puisse être lancée après la conférence? Merci beaucoup. Merci, cher Thomas. Donc, je comprends que Jean-Pierre veut grouper les questions. Je pense que non, je propose de pas les grouper parce qu'il reste encore trois questions et les interprètes que je remercie infiniment nous ont accordé 10 minutes de plus. Mais si tu le préfères, Alain, on peut les grouper comme tu veux. C'est peut-être plus rapide, oui. Alors, on va grouper les questions. Les interprètes, 10 minutes de plus, ça veut dire jusqu'à quelle heure? Ça veut dire jusqu'à 19h25. Sachant qu'il nous faut quand même 2 minutes de clôture, 2 minutes de clôture pour Sophia. Donc, je propose à notre ami Peterle, ensuite Miguel Angel et enfin Madame Lichtenberger de poser leurs questions. Donc, another proposal, I can turn to English. If it accommodates everybody. Si vous le souhaitez, je peux également m'exprimer en anglais. Et cela permettrait de libérer les interprètes si vous voulez continuer. Et on pourrait ainsi avoir un petit peu plus de temps. De toute façon, ça va plus vite. OK. Allez, alors. I'm happy to see so many friends and Alain. Je suis heureux de retrouver autant d'amis et Alain, félicitations pour votre livre. Et je souscris plus ou moins à ce que vous avez dit. Pour ce qui est de la Convention européenne, j'ai eu l'honneur de représenter un pays candidat. J'avoue que l'atmosphère était formidable et que l'on ne la retrouve pas aujourd'hui. Schuman et Jacques Delors avaient raison lorsqu'ils ont dit « Nous avons besoin d'une âme pour l'Europe ». Et c'est ce qui manque aujourd'hui, cette âme de l'Europe. Alors que faire pour renforcer cette âme de l'Europe? Nous traitons de nombreuses questions sectorielles, nous allons discuter de nombreuses questions. Mais comment allons-nous traiter de questions transversales, essentielles? Depuis tant d'années, nous devons réfléchir à nouveau ce qu'est le respect de la vie, le respect de la dignité. Nous avons différentes interprétations de la solidarité, de la subsidiarité, même des droits humains. Il y a des différences entre l'Europe occidentale, de l'Europe centrale ou de l'Est. Et nous pouvons progresser si nous partons de la même compréhension des valeurs de base, des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Merci. Donc, Miguel Angel va poser sa question. Ton micro. Miguel. Là, ça va?
Oui, là très ça bien. va. Oui, écoute, Jean-Pierre, d'abord, je veux dire combien je suis content, je suis heureux de la possibilité de cette initiative du Grand Rome qui nous permet de nous intéresser par un bouquin qu'autrement, probablement, on n'aurait pas eu l'occasion de lire. Moi, je n'ai pas lu le livre de Lamassoure, mais je vais me le procurer tout de suite. Je voulais revenir sur une question qui tient de ta première intervention, Jean-Pierre. C'est-à-dire, tu as parlé de l'échec. Or, c'est vrai qu'il y a eu des réponses ou des commentaires à cet égard en disant, en tentant de dire que l'échec n'est pas aussi grand je crois que quand on parle de l'échec, il faut quand même faire référence au Brexit, parce que le Brexit est un élément important de cet échec dans un très grand pays, de cet échec pour l'ensemble du projet, même si j'avoue que j'ai l'impression qu'on a réglé raisonnablement bien le problème du Brexit, les conséquences au moins les plus immédiates. Mais j'étais très content d'entendre Alain parler de l'euro comme une conquête essentielle et que l'opinion publique n'osait pas espérer. Pourtant, elle a eu lieu. Mais il y a autre chose dont on n'a pas parlé et qui est quand même, à mon avis, énorme. C'est-à-dire, il faut oublier que pendant le temps de l'échec, il y a eu une dizaine d'États nationaux qui ont réalisé l'élargissement, qui était un phénomène à peu près impensable. Et pourtant, ça veut dire des millions et des millions d'hommes et de femmes de pays européens, de pays géographiquement et historiquement européens, qui sont devenus des membres de l'Union européenne. Or, je crois que cela ne peut pas être ignoré. Ça fait partie. L'euro est une réalisation magnifique. L'élargissement est une réalisation magnifique aussi, même si l'on peut se demander parfois si certains de ces pays savaient vraiment ce que comportait l'élargissement. C'est-à-dire, il y a certains des pays qui sont rentrés sont devenus membres de l'Union européenne sans réaliser que devenir membre de l'Union européenne, ça voulait dire accepter, entre autres choses, l'état de droit et la défense des droits de l'homme de façon essentielle. Ça. Mais bon, je voudrais avoir à ce propos une remarque aussi d'Alain Lamassoure, que je remercie vraiment de tout mon cœur de son intervention, de ses efforts et de son bouquin, bien sûr. Merci Miguel Angel, qui est membre de notre conseil d'administration de l'association. Donc, dernière question, Eva Lichtenberger et Alain, donc, pour les réponses. Yes. Yeah. Thank you very much. And, I'm happy. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous revoir, ce que je connaissais déjà de l'époque de la Convention, lorsque j'étais backbencher. Je dois dire que les contributions de M. Lamassoure étaient toujours très intéressantes. Donc, je serai ravie de lire l'ouvrage. J'ai une question pour revenir à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Que pensez-vous de la manière dont la société civile sera incluse? Et qu'attendez-vous de cela? Merci beaucoup. Okay, thank you, dear friends. Merci, chers amis. Comme promis, je vais m'exprimer en anglais pour faciliter les choses. Cher Thomas Mann,
Pourquoi cette conférence sur l'avenir de l'Europe est-elle limitée à un an? Pour une raison très simple. L'idée originelle a été exprimée pour la première fois il y a au moins 2 ans par le président français, Emmanuel Macron. Le calendrier a été créé par Emmanuel Macron. Pour l'Europe, mais aussi pour Macron, n'est-ce pas? Son idée, quelle était-elle? Tout d'abord, commencer à discuter entre nous, pas uniquement les gouvernements, mais les parlements, les institutions, la société civile, et comme mentionné à juste titre et intelligemment par Aljož Peterle, pour discuter de problèmes non débattus, des problèmes tus entre l'Europe occidentale, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Dans le passé, nous avons entendu d'autres cultures, d'autres traditions. Nous avons tiré différentes leçons de l'histoire de notre passé récent d'un XXe siècle tragique et cruel. Et nous avons appris à échanger entre nous. Nous le faisons via des conférences académiques, universitaires. Pour mieux le comprendre. C'était l'idée de base. C'était la bonne idée. Et bien entendu, le lancement d'un débat large qui comprendrait autant de catégories de citoyens, de groupes de pression, d'ONG que possible pour créer, pour tirer des leçons financières, légales, etc. Cela a pris du temps, 2 ou 3 ans. Au moins. Mais cette idée n'a pas été bien exprimée par le président Macron. Elle n'a pas bien été reçue par la Commission européenne. La Commission venait de faire approuver son projet de Green Deal. Elle voyait cette proposition comme une proposition rivale face à son propre programme, avec un programme qui avait été éprouvé à la fois par le Conseil et par le Parlement. La plupart des partenaires européens du président français n'étaient pas très enthousiastes. Donc cela a pris du temps. Le Parlement était intéressé. Et c'est mon avis extérieur, mais le Parlement a travaillé inutilement entre institutions pour décider qui présiderait le processus. Et puis la pandémie a eu lieu, bien entendu. Puis, nous avons perdu 1 an. Et le président Macron, qui avait bien l'intention d'avoir cette date au printemps, à temps pour sa campagne électorale, pour la présidence de la République française, étant donné qu'aucun autre gouvernement ne s'intéressait à cette proposition, le président Macron a accepté. Mais Thomas, vous avez raison, bien entendu. Si nous sommes sérieux, si
Nous attendons des résultats de ce type d'exercice, en particulier à cette époque de confinement, partout en Europe, qui va probablement durer jusqu'à l'automne prochain. Il sera préférable d'étendre ce calendrier avec une évaluation à moyen terme, à mi-parcours, pour permettre au président Macron de faire campagne sur un agenda européen. Mais si nous voulons atteindre des objectifs, nous aurons besoin d'un an de plus, ou encore plus. Une autre question de Thomas. Quelles sont mes attentes quant à la possibilité d'une nouvelle convention européenne? Comme je l'ai dit plus tôt dans mon introduction, ce n'est pas le bon moment. Nous devons nous assurer que l'opinion publique et que les gouvernements soient matures et prêts à s'engager dans ce type de processus. C'est prématuré si nous le lançons trop vite. Le risque est de jouer le jeu des eurosceptiques partout. Ça sera trop facile pour eux. Et sur les réseaux sociaux, sur les médias, pour exprimer leur haine envers l'Europe, etc. Ils seront plus éloquents que nos amis fédéralistes, c'est certain. Dans 2 ou 3 ans, peut-être, après la crise, pendant la relance, et avec le succès, je l'espère, du plan de relance européen. Nous verrons. Et uniquement si cette année en Allemagne et l'année prochaine en France, nous élisons des dirigeants pro-européens soutenus par une grande majorité pro-européenne dans leurs parlements respectifs. Si ce n'est pas le cas, attendons quelques années. Et je suis tout à fait d'accord avec Alois Peterle, qui a dit que l'un des sujets, au-delà des questions budgétaires, financières, institutionnelles, que nous avons déjà mentionnées, étaient les valeurs de base. Quelles sont les valeurs de base européennes? Quel est l'état de droit? Qu'est-ce que c'est l'état de droit? Qu'est-ce que signifie la solidarité? Jusqu'où va-t-elle, etc. Tous ces principes fondamentaux. Tout d'abord, nous n'avons pas mis à jour notre propre pensée, notre propre philosophie. Elle exige une mise à jour. L'indépendance entre le pouvoir judiciaire, législatif, exécutif. Comment mieux impliquer les citoyens? Et puis, quelles sont mes attentes quant à la participation de la société civile? Mes attentes sont basses. Parce que nous cherchons toujours la meilleure manière de faire participer les citoyens. Et comme Hans-Gert, ma conviction personnelle est que le meilleur système est la démocratie représentative. Ravivée
redynamiser la démocratie représentative. Elle est en crise partout. Et toutes ces tentatives de nommer des citoyens, de les inviter à s'auto-nommer. Par exemple, en France, vous savez peut-être qu'il y a 1 ou 2 ans, on a décidé de créer une convention des citoyens qui s'intéresse aux enjeux environnementaux pour formuler des propositions pour une politique environnementale ambitieuse en France. Donc, il y a des personnes qui se sont nominées elles-mêmes parmi militants pour l'environnement. Et bien entendu, leurs propositions étaient très extrêmes. Il ne devait rendre de compte à personne. Il est très facile pour quelqu'un qui ne doit pas rendre de compte de proposer quoi que ce soit. Dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, maintenant, il y a une autre méthode. Un rassemblement d'échantillons de citoyens choisis selon des méthodes statistiques qui seraient représentants de différentes catégories de population. Mais quelle catégorie? Eh bien, cela a été décidé de manière arbitraire. Et bien entendu, nous les inviterons à formuler leurs propositions. Mais leurs propositions n'engageront personne. Ils n'auront de compte à rendre à personne à nouveau. Donc, si nous voulons écouter et entendre les personnes qui représentent vraiment les différentes catégories de la population ou d'une population, élus par les citoyens eux-mêmes et qui doivent rendre des comptes à des citoyens, eh bien, c'est la démocratie parlementaire. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas suffisant. La démocratie parlementaire aujourd'hui ne fonctionne pas bien, et ce, presque partout. Pour des raisons spécifiques dans certains pays, mais pour des raisons communes également partout. Donc c'est une question dont nous devons discuter ensemble, entre nous. J'attends peu de la société civile. Il y aura un effet de la société civile, des différents forums, des contributions via Internet, via les réseaux sociaux, etc. Et nous aurons des millions de propositions. La meilleure manière est d'avoir... C'est la meilleure manière pour un pouvoir central de choisir les propositions qui lui conviennent. Donc la participation des citoyens, davantage de participation, c'est un enjeu majeur pour l'avenir de notre démocratie au niveau national, européen, international. Le réchauffement climatique est un enjeu international et nous devons trouver des manières de faire participer les citoyens, mais les manières d'y arriver sont difficiles à trouver. Et d'un point de vue historique, cela a été impossible jusqu'à maintenant, dans une approche descendante. Il est impossible de permettre au peuple de s'exprimer, à l'exception du moment où le peuple sait que quand il s'exprime, s'il s'exprime clairement, ça peut changer les choses. Il s'agit de la démocratie parlementaire. D'un autre côté, les révolutions,
les émeutes, via toutes ces manières de s'exprimer, le peuple prend le pouvoir. C'est une violence possible. Et nous devons trouver d'autres manières de fonctionner, de manière ascendante et descendante. Partis politiques, syndicats, ONG, groupes de réflexion, toute la créativité, l'inventivité de la génération la plus jeune pour encourager un mouvement ascendant. Dernier point, à propos de mes attentes. Si j'étais le président de la République française ou le chancelier allemand, après mon élection ou ma européen et parmi les nations, de poser la question de la confiance. Qui est prêt à faire quoi ensemble? Jusqu'à quel point? Nous avons besoin d'une politique de défense commune. Pas uniquement de coordination, mais d'une vraie politique de défense commune. Il est l'heure d'avoir un seul représentant, un représentant unique au Fonds monétaire international et au Conseil de sécurité des Nations unies. Qui est prêt à participer à cette politique commune? De même, nous avons parlé de la migration, des migrations plutôt. Il est temps d'avoir une politique de migration commune, pas uniquement sur les réfugiés, mais aussi sur la migration légale. It is helpless and pointless. Now is the time for. Le moment est donc venu d'avoir une politique commune pour l'environnement. C'est le moment d'avoir également une politique commune de la santé, c'est clair, c'est évident, mais qui est prêt? Qui est vraiment prêt? Et sur la base de cette réponse, il faudra alors organiser tout d'abord dans le cadre du traité de Lisbonne par le biais d'une coopération renforcée ou par le biais de différentes coopérations renforcées, mais une coopération renforcée unique serait préférable. Et ensuite, en une deuxième étape, nous aurions un nouveau traité. Alors, en bref, quelles sont mes attentes? Tout d'abord, que cette conférence sur l'avenir de l'Europe mette l'accent sur nos valeurs communes et que nous essayons de trouver le moyen d'impliquer davantage les citoyens, d'écouter les citoyens, qu'ils soient organisés ou non. Et enfin, dans la voie du partage de décisions, regrouper tous les gouvernements ou les pays prêts à aller plus loin et plus vite dans une coopération renforcée pour élargir peu à peu cette communauté à toute l'Europe. Et empêcher les Français de faire l'erreur française, à savoir définir à partir de Paris quels sont les autres pays prêts et désireux de participer à cette coopération renforcée. Il incombe à chacun des pays de dire s'ils souhaitent être impliqués ou non. Et enfin,
un sourire à Miguel Angel à propos du Brexit. La meilleure analyse, la meilleure citation à propos du Brexit vient de Jean-Louis Bourlange, notre ancien collègue. Jean-Louis, vous vous en souviendrez, il fait partie maintenant de l'Assemblée nationale. Il est passé du Parlement européen au Parlement français lorsque le Brexit a été décidé lors du référendum. Il dit: les Anglais ont toujours voulu avoir un pied dedans et un pied dehors, et maintenant, ce sera simplement l'inverse. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Comme promis, je vais essayer de répondre aux questions écrites. Je parle trop et je suis trop content de vous retrouver, donc je parle trop longtemps. Et je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais bien entendu, je suis prêt à y répondre par écrit et à garder le contact, à être à nouveau en contact avec chacun de vous. Thank you very much, Alain, for merci this Alain, contribution. C'est passionnant, vraiment merci. Passionnante. I will very thank les interprètes. Merci beaucoup aux interprètes qui ont accepté un temps supplémentaire. Thank you to Elisabetta and Lisette. Merci à Elisabetta. I will give the floor to Sophia for 2 minutes or for a conclusive remark. Avoir le mot de la fin pendant Alain, quelques minutes. Alain write on his book, Europe is the new continent to discover and above all to invent. So Sophia, conclusion, please, and many thanks to all of you. Sophia, vos conclusions. Je dirais simplement que ce débat aujourd'hui est en fait un débat sur l'avenir de l'Europe, à la lueur de vos expériences passées. À mes yeux, ça, c'est le meilleur. Nous avons une nouvelle époque avec de nouvelles technologies. Nous travaillons à distance, nous avons des réunions en ligne et j'espère que nous pouvons renforcer l'Union européenne à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'aimerais vous remercier. Je remercie notre président, M. Pottering, M. Lamassoure, par sa présentation, par son point de vue. Merci à M. Audy qui a très bien animé ce débat. Merci à José Maria Gil Robles, Enrique Crespo, Monica Baldi, Brigitte Langenhal, M. Angel Martinez. Merci à vous tous, membres de l'Association des anciens députés. Merci aussi aux membres du Congrès américain. Merci au professeur Jean Monnet. Merci au bureau. Merci au bureau du Parlement européen en France et merci au secrétariat. De son mandat de 25 ans au sein du Parlement européen. Il me semblait que tout est dit ici. En 1989, je suis entrée dans un forum politique limité à une partie de l'Europe à l'ouest du rideau de fer. Le Parlement que je vais quitter dans quelques semaines est un vrai Parlement européen avec une capacité législative. Merci à tous. Thank you. Thanks. Buonanotte.